Mais ce que je trouvais, parce que j'ai lu entièrement le livre, mais moi j'ai trouvé assez pénible. J'ai trouvé assez pénible parce que même s'il y a un fil entre ce qu'il veut dire, mais je suis restée un peu sur ma faim dans le sens qu'il ne dit. Enfin, il parle de Solitaire, puis j'attendais la fin qu'il explose dans son discours, dans cette révolution qu'elle a apportée dans le discours. Tout ça. Non, la fin, c'est sur la théorie d'Alexandre. Il en parle peu, et je trouve aussi qu'il parle peu, justement, de l'influence sociale. Parce qu'à la fin, vers le tout XVIe siècle, il y a eu un changement dans le discours du souverain. Et là, ça a influencé Luther. Et je pense qu'en tout cas, je n'ai pas été sensible à cette analyse d'Erickson. Oui. Et qu'il a été on l'attendait presque. Mais il est venu à un moment donné quand même important où la réforme était associée à réformer la répartition des pouvoirs avec le monde féodal. Et puis ça ne s'est pas fait finalement. C'est le discours qui faisait un discours qui était lié, long, comme ça, du souverain et qui était basé sur... Il parle beaucoup du contexte social. Oui, basé sur la mythologie grecque et tout à coup... au XVIe siècle, ce discours est devenu plutôt de structure biblique avec les vaincus, donc le discours de vaincus, et les discours avec une autre mythologie qui était la mythologie biblique, plutôt que la mythologie grecque avec le souverain, le grand empire germanique, des Romains en fait. Rome, c'était ce qui donnait le fil rouge des discours du souverain jusqu'au XVIe, qui a été un tournant. Oui, mais après, justement, c'est ce qu'il dit, je ne sais plus si c'est dans ce livre, parce que j'en ai lu plusieurs autres, je me cite très juste, il dit, à un moment, les princes allemands étaient tout à fait d'accord de suivre Luther, parce qu'il réhabilitait l'allemand, le terroir, l'Allemagne, et qu'ils n'étaient plus d'accord, cette histoire des indulgences qui venaient de Rome, tout cet argent qui filait au Vatican, et qu'ils n'étaient plus d'accord d'être sous la coupe du pape et de Rome. Et ce que Lucien Febvre dit, il dit, le résultat, ça a été en fait une révolution ratée pour lui, parce que Luther, d'abord, il n'a pas réformé le catholicisme, il s'est fait expulser, et puis il y a une nouvelle religion, mais la religion catholique à laquelle il tenait quand même n'a pas été réformée, donc échec sur ce plan-là, et d'autre part, c'est les souverains allemands qui sont venus et qui ont imposé le pouvoir, et il y a eu un pouvoir à la place d'un autre. Alors, sur ce plan, Erickson, j'ai tendance à confondre Erickson avec Luther. C'était tellement comme ça, condensé les deux, n'est-ce pas? Erickson, en fait, c'est le Luther d'Erickson qu'on est en train de parler. C'est ce point de vue. Peut-être que tu vas parler d'autres Luther, d'autres points de vue de Luther. Mais Erickson, dans ce rapport entre le contexte culturel et puis le mouvement de Luther, je pense qu'il oscille. À certains moments, il dit que Luther, c'est un symbole d'une époque, n'est-ce pas? Il le met plus comme... en d'autres moments, il met comme étant celui qui a changé l'époque. C'est ce rôle de l'individu dans le changement de l'époque qui est variable chez Erickson. Il n'a pas une... Mais c'est peut-être compliqué aussi à penser, parce que bien sûr qu'il est le produit du Moyen-Âge, il a senti, ça c'est ce qu'on discutait les deux par mail, il a senti, il a flairé Luther, quelque chose de l'esprit de l'époque, enfin. Au début, il a été soutenu par les paysans. Ensuite, les paysans se sont révoltés et après, il s'est retourné contre eux. Il a été très cruel. Donc, c'était un personnage aussi ambigu et violent. Enfin, les paysans l'ont suivi à cause de ses origines paysannes aussi. Oui, c'est ça. Et puis de la liberté qu'il prenait, et après, il les a lâchés. Enfin, il y a eu des massacres épouvantables.
Donc c'était à la fois une révolution ratée, mais qui a changé, qui a ouvert sur la modernité. Et moi, je pense que ça a beaucoup changé. C'est l'impression que j'ai gardée non seulement grâce à Erikson, et ce que j'entends dire quand même un peu par toutes sortes de personnes, d'historiens sur le capitalisme, sur les protestants et le capitalisme, sur les changements qui ont ouvert sur la modernité, sur notre modernité. Oui, mais si on prend, parce que c'est la position et la thèse d'Erikson, c'est la thèse presque contraire à celle de Bourdieu. Si on prend Bourdieu, qui d'ailleurs a un déterminisme étouffant, n'est-ce pas, un déterminisme social étouffant, l'individu, il n'a pas d'importance dans les changements sociaux. Ça veut dire qu'il est purement déterminé par son origine sociale. Exactement, tout est programmé, si on peut dire comme ça, socialement. Et la thèse d'Erikson, c'est non, l'individu, il a une créativité. Le problème, c'est quel est le rôle de l'individu. Et si je pense que Erikson, il va beaucoup plus loin que tous les psychanalystes en donnant justement une importance au contexte culturel et à la détermination même sociale, à certains moments, je pense qu'il exagère. Il va trop loin dans cette action que Luther a eue dans les changements sociaux. Mais ça, c'est pas une Même si c'est impressionnant lorsqu'on voit qu'il a eu une incidence sur la langue, n'est-ce pas? C'est un homme qui a eu une incidence sur la langue, sur les changements de la langue. Mais cette idée qu'un homme peut avoir une incidence sur son environnement, qu'un Napoléon a une incidence, c'est pas des thèses d'Hegel, ça aussi, dans la conception de l'histoire, ou j'ai dit des bêtises? Je sais plus quel philosophe a ce positionnement-là, justement. Là, c'est en tout cas un débat. Si on lit Guerre et paix de Tolstoï, lui, il dit c'est pas Napoléon, c'est les gens qui ont constitué l'armée de Napoléon, qu'il a pris en France et qu'il a entraîné avec lui de toute l'Europe et qui ont combattu. Enfin, ça, c'est la thèse de Tolstoï dans Guerre et paix, du fait que c'est pas un personnage, mais c'est tout le monde. Enfin, c'est un mouvement. Vous avez un discours un peu mythique, c'est-à-dire le héros. Et que de temps en temps, on revient avec ça à cause d'un homme. Mais ça, je crois que c'est le discours, je ne sais plus si c'est Hegel qui en parle, mais je pense qu'il y a une opposition droite-gauche dans ce que vous dites. Il y a l'idée qu'on est mu, on fait partie de la masse, et c'est un discours très à gauche, puis un discours libéral, c'est on est maître de son destin, et je crois qu'il y a cette opposition. C'est un débat aussi d'école sociologique et de psychologie de notre côté. Il y a aussi des personnages connus qui ont dit quelque chose qui n'a pas été entendu à leur époque et que ça revient 30 ans plus tard et puis on dit voilà, lui, il avait quand même pu parler, donc on peut considérer les deux. Il faut quelqu'un qui pense, qui parle et qui est un leader et que la société soit prête pour le suivre. Oui, mais ça c'est un truc inextricable. Donc les économistes, ils essayent souvent de prévoir justement le cours de l'économie selon qu'est-ce qui va se passer. Alors il y a le côté social, il y a le côté d'être là au bon moment. Quel est le discours, quelle est la personne ou l'héros qui va venir, il va dire ceci ou cela, n'est-ce pas? Et par exemple, c'est une conjonction des deux, mais on n'arrive pas à déterminer exactement l'heure où les choses vont s'emboîter. Mais c'est des facteurs, c'est un ensemble de facteurs qui font le cœur. Et puis on n'en domine pas du tout. Mais probablement que Luther était un facteur du changement, mais comme lui-même a été mu par son environnement qui l'a poussé à faire ça. C'est peut-être grâce à son père qu'il est devenu ce qu'il est, c'est un peu la thèse.